Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette présentation. Alors donc, je vais vous proposer en 10 minutes de vous présenter d'abord comment l'idée est venue, comment l'idée comme Watt est arrivée, quel était le Eureka qui nous a amené là. Après, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, notre produit, quelle fonction il remplit. Et un troisième temps, je vais vous expliquer comment, comment notre technique va permettre effectivement de changer beaucoup de choses dans le monde de l'énergie. Alors comment l'idée est venue? Donc l'idée est venue, c'est simple, il y a 4 ans, je prenais une douche et je réfléchissais à l'eau chaude qui était là et je me dis mais comment elle se chauffe cette eau? Et en fait, elle était chauffée par mon ballon, enfin par une chaudière à gaz. Et je réfléchissais à ça, je dis mais tiens, en tant qu'ingénieur, je me disais tiens, c'est une belle performance. Le gaz qui est dans ma chaudière, il a traversé toute l'Europe pour venir chauffer de l'eau, donc ça passe dans des tuyaux, c'est très compliqué, etc. Je dis quand même c'est une belle performance d'ingénieur. Mais je dis mais comment on a pu en arriver là? On est en mois d'août. Et pour chauffer de l'eau, c'est plus économique de brûler du gaz que d'utiliser l'énergie thermique du soleil, qui est gratuite. Donc à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et donc, en fait, en regardant les causes, en se disant, il y avait deux causes principales qu'on a trouvées. La première, c'est qu'il y a 4 ans, l'énergie renouvelable coûtait très cher. Et la deuxième cause, qui faisait que c'était plus intéressant de brûler du gaz que d'utiliser l'énergie renouvelable, c'est qu'il y avait un problème de gestion de l'intermittence. Alors, pour la première question du prix des énergies renouvelables, il y a peu de gens qui le savent, mais les énergies renouvelables sont presque aujourd'hui devenues les énergies les moins chères. Par exemple, le solaire photovoltaïque, le prix a été divisé par 4 en 4 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui baisse depuis 40 ans, selon une loi qui est assez simple, c'est une loi log-log, hein, les gens de la technique le connaissent bien. C'est-à-dire que plus on installe de capacité de production, et plus le prix baisse. C'est comme les écrans plats. Au début, les premiers écrans plats coûtaient très cher. Maintenant, vous pouvez en trouver à des prix très abordables un peu partout. Donc cette énergie a baissé depuis 40 ans et va baisser encore beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est quasiment l'énergie, elle est bien moins chère que le nucléaire. Parce que le nucléaire nouvelle génération est à peu près à 110 euros le mégawattheure. Alors j'ai vu qu'il y avait une école de journalistes dans la salle. N'hésitez pas, tout ce que je dis, c'est parfaitement argumenté sur notre site web. On a un blog, on a toutes les références, on a tous les articles vers la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui étayent tout ce que je dis. Donc effectivement, aujourd'hui, le nucléaire nouvelle génération est à 110 euros le mégawattheure. Et aujourd'hui, ici, là, si on voulait mettre, par exemple, un panneau, sans aucune subvention, sans rien, on pourrait produire une énergie autour de 100 euros le mégawattheure. Et donc, quand on produit à 100 euros le mégawattheure, on va produire et consommer sur place. Alors que quand on produit avec une centrale nucléaire, eh ben, elle n'est pas forcément au Grand Palais, elle est à plusieurs centaines de kilomètres. Et vous savez que représente le transport dans le prix de l'énergie? Vous avez une idée? C'est la moitié de votre facture, c'est pour le transport. Donc quand on produit sur place, déjà moins cher que le nucléaire, et qu'en plus on évite la moitié du transport, ça veut dire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent 2 fois moins cher que les nouvelles technologies de production centralisée d'énergie. Alors ça c'est une nouvelle qui est assez importante et qui va changer tout. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, c'était plus intelligent de produire de manière centralisée l'énergie. Maintenant, il devient plus intelligent de décentraliser. Et c'est plus du tout le même métier. Et c'est là qu'effectivement que le citoyen va pouvoir commencer à devenir un vrai acteur, hein, et va pouvoir agir et pouvoir investir pour pouvoir lui-même produire sa propre énergie. Alors je vous ai parlé de 2 facteurs limitants. Le premier, c'était le prix de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et il y a même aujourd'hui des calculs qui sont faits en disant qu'en 2018, le photovoltaïque sera même moins cher que le charbon. Donc ça on va rentrer dans une ère encore qui va être encore impressionnante de croissance. Et dernier élément de contexte, aujourd'hui il y a une étude qui est sortie par une banque australienne qui a dit est-ce que ça vaut le coup d'investir des centaines de millions dans des usines de production d'énergie avec du charbon? Et ils ont arrivé à une conclusion assez incroyable, c'est que même si le charbon coûtait 0 € la tonne, en 2018, ça serait plus intéressant de produire et consommer en autoconsommation, parce qu'en Australie, c'est un pays à 23 millions d'habitants, c'est un pays qui est un pays continent. Donc le transport, il faut des très grandes lignes à haute tension pour transporter l'énergie dans tout le pays. Donc le transport coûte très cher. Le transport coûte 140 euros le mégawattheure. Alors que produire une énergie localement, c'est 70 à 80 euros le mégawattheure. Donc déjà, même si le charbon est à 0 €, de produire localement est infiniment plus intéressant. Alors après, le deuxième point, vous avez tous compris, le problème des énergies renouvelables, c'est le problème de l'intermittence. Effectivement, les énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, elles sont libres. C'est-à-dire qu'elles produisent quand les conditions météo le permettent. Donc, qu'est-ce qui fait comment on peut faire pour régler ce problème-là?
Eh ben, nous, comme Watt, c'est là-dessus qu'on a développé nos brevets, notre technologie, et on a réfléchi effectivement à savoir comment on pouvait faire pour synchroniser simplement les consommations avec les moments où l'énergie est produite. Et là, c'est assez facile. On met des capteurs qui mesurent en permanence, en temps réel, toutes les 10 secondes, combien d'énergie est produite. Et après, on va aller dans l'habitat, aller allumer et éteindre des appareils de manière à pouvoir les synchroniser avec au moment où l'énergie est produite. Alors, vous me dites, mais c'est pas facile. Attendez, vous pensez là, vous dites un appareil va s'éteindre brutalement s'il n'y a pas d'énergie solaire. Comment ça marche? En fait, c'est assez simple. Quand on regarde les objets qui consomment le plus dans une maison, le premier qui consomme le plus, c'est le chauffage. Donc, une maison qui est bien isolée, c'est très intéressant, effectivement, quand il y a du soleil, l'énergie renouvelable, on l'utilise, on se sert de la maison comme un stockage thermique et on stocke des calories dans la maison. Comme ça, même si les gens ne sont pas là l'après-midi, ils stockent des calories sur les maisons bien isolées, il n'y a aucun problème. Et le soir, les gens rentrent, il fait bon chez eux et c'est une énergie renouvelable qui a été faite au moment où le soleil a brillé. Après, le deuxième poste important de consommation d'énergie, c'est un poste qui va devenir le numéro un. Progressivement, les maisons vont bien s'isoler et donc le poste numéro 1 de consommation va être l'eau chaude sanitaire. Et là, on va se retrouver avec effectivement, vous, ce que vous voulez, c'est avoir de l'eau chaude pour pouvoir l'utiliser. Derrière, que l'eau chaude soit faite 4 heures la nuit ou 8 fois une demi-heure, ça vous est égal. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le cumulus au moment où l'énergie est disponible. C'est-à-dire que vous avez lancé votre lave-vaisselle, hop, après elle va s'arrêter, hop, on va chauffer de l'eau, vous lancez d'autres appareils, et ainsi de suite. Le ballon, le cumulus, va être un organe de stockage. Alors juste pour vous donner les chiffres, parce que vous vous dites, mais peut-être que on pourrait utiliser des batteries à ce moment-là. On met des énergies renouvelables, on stocke dans des batteries, et puis on utilise les batteries au fur et à mesure. Mais les batteries sont extrêmement onéreuses. Pour vous donner un ordre de grandeur, un cumulus, pour une famille de 5 personnes, contient à peu près 12 kWh d'énergie. C'est-à-dire que pour chauffer cette eau, il faut 12 kWh. Si on devait stocker 12 kWh dans des batteries, vous savez combien il faudrait dépenser en batterie? Entre 12 et 15 000 euros. C'est-à-dire qu'un côté, vous avez un cumulus tout bête à 200 euros que vous pouvez acheter, et capable de stocker l'équivalent de 12 à 15 000 euros si vous achetez des batteries. Donc du coup, c'est beaucoup plus malin de stocker dans des usages que de stocker dans de la chimie. Et garder effectivement les batteries chimiques pour plus tard, quand effectivement, à la fin, quand vous avez vraiment fait le maximum de décaler vos consommations, de manière à pouvoir effectivement utiliser le petit reliquat que vous n'avez pas utilisé. Donc nous, on estime qu'à peu près 70% des consommations électriques d'un habitat peut être déplacée dans le temps et synchronisée avec l'énergie renouvelable. Ça, c'est pour ce qui se passe au niveau d'un bâtiment. Alors, il y a une autre chose aussi qui est très importante dans la gestion d'intermittence, c'est dans les pays, dans le mix énergétique, progressivement, il commence à y avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. Est-ce que vous avez en tête la puissance renouvelable qui existe actuellement en Allemagne? Est-ce que vous avez en tête les chiffres? C'est l'équivalent à peu près de 30 centrales nucléaires. C'est-à-dire que, imaginez, à 10 heures du matin, il n'y a pas de vent, imaginons qu'il n'y a pas de vent, pas de soleil, et à 11 heures du matin, il commence à avoir le vent et le soleil qui se met en marche. C'est comme si vous appuyez sur un bouton et qu'il y a 30 centrales nucléaires qui se mettent en marche. Donc c'est une puissance qui est énorme. Et le problème, effectivement, c'est que quand les Allemands, à 10 heures, ils avaient de l'énergie, ils avaient un moyen de faire l'énergie. Quand cette énergie déboule sur le marché, ça désynchronise, parce que l'offre et la demande ne sont plus du tout en adéquation. C'est-à-dire qu'il y a un décrochage. Et c'est là qu'on intervient. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, quand l'offre et la demande ne sont plus corrélées? Quand l'énergie déboule, eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent le prix, il baisse, il baisse, il baisse. Et savez-vous qu'en Allemagne, pendant certaines heures, l'énergie électrique est à un prix négatif. Parce qu'en fait, ils produisent tellement d'énergie à un moment où elle n'est pas consommée, que le marché court terme, comme on ne sait pas le stocker, l'énergie électrique, eh ben, ils sont obligés de la mettre à un prix négatif pour que les gens les utilisent. Donc ils exportent l'énergie. D'ailleurs, depuis que les Allemands sont sortis du nucléaire, ils exportent beaucoup plus d'énergie vers la France que nous, vers l'Allemagne. Donc tous les gens qui disaient que l'Allemagne allait sortir du nucléaire grâce à la France, ce n'est pas vraiment fondé parce que le bilan est plutôt largement à l'avantage des Allemands qui nous exportent beaucoup plus d'énergie renouvelable et pas chère. Donc c'est un vrai exemple. Donc qu'est-ce qui se passe, nous, avec notre technologie? C'est que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on fait à l'échelle d'un bâtiment, on peut le faire à l'échelle d'un quartier, d'un pays. Et quand l'énergie renouvelable est produite de manière abondante, nous, on appuie sur un bouton. Notre box étant connectée à Internet et qu'elle est connectée au cumulus, au chauffage électrique et tous les gros consommateurs d'énergie, on est capable de les faire fonctionner au moment où l'énergie renouvelable est abondante et peu chère.
Donc imaginez la bonne surprise qu'on va avoir de nos clients dans quelques années, quand on aura équipé des dizaines de milliers de clients, quand on va leur dire voilà, vous faites tourner votre Cumulus, non seulement c'est gratuit parce que c'est ou très peu cher, mais vous allez recevoir un peu d'argent parce que vous avez permis d'écouler de l'énergie qui a un prix négatif. Alors, j'exagère parce que plus notre technologie va se développer et plus la synchronisation va avoir lieu. Donc du coup, aujourd'hui, le dernier frein, c'était la gestion d'intermittence qui bloque effectivement les énergies renouvelables. On avance progressivement, donc on travaille avec des partenaires comme Enercop, on travaille avec le groupe Quadrant aussi, qui est un gros producteur d'énergie, car aujourd'hui, en Europe, ce qui se passe, c'est la fin des tarifs d'achat. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les énergies renouvelables étaient soutenues, c'est-à-dire que les gens qui mettaient dans le réseau les énergies renouvelables, ils la vendaient pendant 20 ans, et ce mécanisme est en train de disparaître. C'est-à-dire que demain, tous les producteurs, qu'ils soient un petit producteur, un particulier, une grosse entreprise, vont devoir vendre au marché, vont devoir vendre effectivement avec des collectivités. Donc progressivement, le contrôle de l'énergie va passer d'une gestion centralisée à une gestion complètement décentralisée et va pouvoir permettre l'effervescence de tout un tas de groupements, d'organisations locales, comme Enercop le présente. Voilà, merci à tous. Alors, un petit instant. Une innovation comme celle-ci, alors elle peut totalement satisfaire le consommateur et les entrepreneurs qui abondent dans l'idée de révolution, mais les grands acteurs majeurs, etc., comment voient-ils arriver cette dérégulation et cette décentralisation qui, pour eux, n'est peut-être pas forcément simple à gérer? Alors effectivement, en fait, on est en contact très souvent avec les grands opérateurs et en fait, ils nous aiment et ils nous détestent en même temps. C'est un peu ça, oui, Ouais, je crois alors en fait, alors pourquoi ils nous détestent? Parce qu'effectivement, imaginez que jusqu'à maintenant, 100% de l'énergie que vous consommez, c'est l'énergie du réseau. D'accord? Et nous, ce qu'on invente, effectivement, c'est un système où on va pouvoir produire une partie de son énergie. Donc on ne dit pas qu'on se décroche complètement du réseau, mais nous, c'est un peu comme si tous les gens, on était tous avec des bateaux à moteur, et nous, on invente la voile. C'est-à-dire que le jour où il y a du vent, eh ben, on prend la voile, on navigue tranquillement, et ça permet effectivement de pouvoir se débrouiller. Mais par contre, un bateau à voile a toujours un moteur et garde le moteur, donc c'est vrai que, par contre, il consomme beaucoup moins de carburant. Absolument, Donc, mais pour des réseaux comme ERDF et EDF, effectivement, enfin, quand on discute avec eux, ils sont un peu en disant mais oui, mais on ne sait jamais comment régler tout ça, etc. Ce qui signifie réinventer pour eux également leur modèle et leur système de fonctionnement. alors effectivement, nous, donc je disais qu'ils nous détestaient, ils nous aimaient en même temps, c'est qu'ils nous détestent parce qu'effectivement, imaginez chaque citoyen va pouvoir produire la moitié de son énergie. Donc déjà, c'est 50% qu'eux n'auront pas, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui le vendent. Donc ils râlent un peu. Et puis de l'autre, ils se disent, mais quand même, une fois qu'il y a cette box chez les gens, une fois que cette box a la main sur les appareils électriques, eh bien peut-être ça va pouvoir rendre de grands services au réseau. Parce que vous savez que le réseau français a été dimensionné pour des moments très courts dans l'année. En fait, le réseau français a été dimensionné pour le pic de consommation d'énergie qui correspond à la journée la plus froide à 19 heures. C'est-à-dire qu'on a conçu des tuyaux de taille énorme pour pouvoir, qui marchent quelques heures par an. Et donc tout a été surdimensionné. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à 19 heures que les gens fassent tourner la lumière, les plaques chauffantes, c'est très bien, mais qu'en même temps, le frigo tourne, le cumulus, le chauffage partout. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que notre technologie d'Internet de l'énergie va permettre effectivement de répartir dans le temps les consommations de manière à pouvoir, pouvoir effacer ce pic. Et là, ça permettrait, on a travaillé avec ERDF, de diviser par 2